Dans cette vidéo, nous allons analyser comment la décision de la Russie de transférer la responsabilité de la défense s'est retournée contre elle. Incapables de défendre leur propre ciel, les autorités russes ont demandé aux entreprises privées de se débrouiller seules et de protéger elles-mêmes leurs installations contre les frappes ukrainiennes. Cependant, la nature défaillante du plan et les limites organisationnelles ont conduit à un échec total de la défense, avec des villes en flammes. La nouvelle politique met immédiatement en lumière plusieurs faiblesses majeures, car la défense aérienne moderne dépend de réseaux de commandement intégrés pour une prise de décision rapide et des procédures d'engagement coordonnées par des opérateurs formés. Les grandes entreprises peuvent certes avoir les moyens d'acheter du matériel, mais elles manquent généralement de l'expertise nécessaire pour exploiter efficacement des systèmes de niveau militaire. Plus important encore, créer des dizaines ou des centaines de réseaux défensifs séparés risque de produire une couverture fragmentée à travers la Russie. Les entreprises les plus riches parviendront peut-être à se protéger, tandis que les installations moins rentables resteront exposées. Plutôt que de renforcer la défense aérienne nationale, cette politique risque de créer un système morcelé, truffé de failles exploitables. Officiellement, la mesure du gouvernement russe visait à augmenter le nombre de groupes mobiles de défense aérienne et à renforcer la protection des infrastructures stratégiques. L'idée était de permettre aux entreprises privées d'acheter elles-mêmes des systèmes d'artillerie anti-aérienne, des radars, des équipements de guerre électronique et des systèmes d'interception. Officieusement, cela reflète une réalité bien plus dure, dans laquelle l'armée russe n'est plus en mesure de défendre correctement le nombre croissant de cibles menacées par les drones ukrainiens à longue portée. Cependant, en raison de la crainte des responsables russes face à d'éventuels troubles futurs, tout équipement militaire utilisé de cette manière n'appartiendra pas officiellement aux entreprises elles-mêmes. Il restera sous contrôle militaire et sera exploité par des formations de réservistes rattachées aux unités de défense régionales. Les failles du plan sont devenues particulièrement visibles lors de l'attaque massive de drones menée par l'Ukraine contre Moscou, lorsque des vagues de drones longue portée ont pénétré même l'espace aérien fortement défendu autour de la capitale. Les autorités russes ont affirmé que des centaines de drones avaient été interceptés, mais plusieurs ont tout de même atteint leur cible. La raffinerie Gazprom Neft de Kapotnia, déjà visée quelques jours auparavant, est l'installation de production de carburant la plus importante desservant la région de Moscou, fournissant la moitié de la consommation de carburant de la capitale. Des vidéos enregistrées par des habitants montraient des drones volant à basse altitude au-dessus de Moscou avant que de puissantes explosions n'éclatent autour de la raffinerie. Des témoins ont filmé d'énormes incendies, d'épaisses colonnes de fumée noire et d'immenses explosions secondaires, ce qui a entraîné la fermeture temporaire des aéroports et endommagé les infrastructures voisines. L'attaque a mis en évidence le fait que, lorsque les défenses aériennes sont saturées par de grands essaims de drones et utilisées par des opérateurs inexpérimentés, les erreurs deviennent plus probables. Les interceptions ratées, les engagements mal synchronisés et les débris tombant du ciel ont causé leurs propres dégâts à Moscou. Les systèmes de défense tentant de détruire les drones entrants ont créé des dangers supplémentaires pour les infrastructures mêmes qu'ils sont censés protéger, comme cela a été clairement visible lors de la dernière attaque, lorsqu'une roquette de défense aérienne a frappé un grand réservoir de stockage de pétrole et a fait exploser son toit dans les airs. Ce qui rend cette évolution particulièrement intéressante, c'est que la Russie semble adopter un concept que l'Ukraine a introduit à la fin de l'année 2025, lorsque les autorités ukrainiennes ont autorisé les entreprises et les organisations de sécurité agréées à participer à la défense aérienne. Les entreprises étaient autorisées à acheter des stations d'armes télécommandées, des systèmes d'interception et des équipements de soutien, tout en s'intégrant directement dans une structure de commandement centralisée de l'armée de l'air. En mai de cette année, des dizaines d'entreprises ukrainiennes auraient rejoint le programme, contribuant à l'interception réussie de 85% des drones russes qu'elles visaient. Cependant, la différence cruciale réside dans la mise en œuvre, car l'Ukraine accorde aux participants une réelle flexibilité opérationnelle, tout en maintenant une coordination centralisée. La Russie, en revanche, reste réticente à donner un véritable contrôle aux organisations privées, cette hésitation étant principalement motivée par des préoccupations politiques et la crainte d'une mutinerie. Le fait de fournir à des entreprises et à des oligarques des armes de qualité militaire est très mal vu en Russie. La dernière fois que cela s'est produit, une armée Wagner, forte de 50 000 hommes, a marché sur Moscou. En conséquence, le Kremlin cherche à accroître ses capacités défensives tout en veillant à ce que les entités privées ne disposent jamais d'un véritable pouvoir militaire indépendant susceptible de rivaliser avec le contrôle de l'État. Cela crée une contradiction dans l'approche russe, car on attend des entreprises qu'elles financent leur propre protection et assument davantage de responsabilités en matière de sécurité,
tout en restant dépendante d'une supervision qui ralentit le temps de réaction et réduit l'efficacité. Parallèlement, l'Ukraine privilégie la rapidité et les réponses décentralisées, considérant les participants privés comme des partenaires dans un effort de survie nationale. Dans l'ensemble, la décision du Kremlin représente un aveu que le réseau de défense aérienne militaire russe peine à faire face à l'ampleur des opérations de drones longue portée ukrainiens, si bien que Moscou a commencé à transférer la responsabilité à l'industrie privée. Cependant, le modèle russe part d'une position de méfiance, créant une structure de défense fragmentée et bureaucratique avant même qu'elle ne soit pleinement déployée, avec des conséquences visibles jusque sur Moscou elle-même, où l'une des raffineries les plus importantes de Russie a subi d'importants dégâts malgré les vastes ressources de défense aérienne concentrées autour de la capitale. Pour regarder des images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive d'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.